On parle toujours de choc de compétitivité, mais moi je parlerais vraiment d'un choc d'attractivité. Comment faire en sorte de rendre attractifs des secteurs essentiels comme le vôtre? Alors il y a évidemment, vous l'avez dit, la sensibilisation à l'image du secteur, il y a la formation, parce que ce sont des très beaux métiers, et ces métiers, il faut effectivement les revaloriser, mieux les faire connaître. Bonjour à toutes et à tous. 2024 est une année électorale importante. La moitié de la population mondiale est appelée aux urnes. En Belgique, nous irons voter en octobre pour les élections municipales et provinciales. Mais avant cela, en juin, nous élirons de nouveaux représentants régionaux, fédéraux et européens. Pour mieux comprendre les enjeux économiques et sociaux, nous recevons dans ce studio 10 présidents de partis francophones et néerlandophones. Avec eux et en collaboration avec la Fédération des entreprises de Belgique, nous examinons quels sont les leviers à mettre en œuvre pour une Belgique prospère, stable et efficace. Aujourd'hui, pour cette dernière émission, nous accueillons Paul Magnette, le président du Parti socialiste. Avec lui, nous discutons des défis auxquels notre pays est confronté et des solutions qui peuvent être trouvées pour une Belgique plus forte. Bienvenue dans Let's Talk Elections. Monsieur Magnette, bonjour. Bonjour. Monsieur Timmermans, bonjour. Bonjour. Bienvenue donc sur ce plateau. Paul Magnette, c'est donc une année électorale, hein, on vient de le dire, à 6 mois des élections fédérales entre autres. Comment vous vous sentez ? Je me sens parfaitement serein, tout à fait prêt. On a travaillé depuis très longtemps à élaborer des propositions, à analyser la situation du pays et essayer de venir avec les bonnes réponses aux questions que se posent nos concitoyens. Monsieur Timmermans, CEO de la Fédération des entreprises de Belgique, c'est vrai que c'est déjà la dernière émission. On a régulièrement l'occasion sur Canal Z de parler un petit peu des défis auxquels sont confrontées les entreprises et surtout peut-être des solutions que vous essayez d'amener. Pourquoi vous avez choisi ce format pour parler de ces défis ? Parce que nous n'avons pas voulu organiser un grand débat où il y a 7 ou 8 ou 10 présidents de partis sur le podium parce que finalement, alors on a 5, 6, 7 minutes pour répondre à beaucoup de questions. Et on a quand même constaté qu'il y a beaucoup de défis du côté des travailleurs, du côté des entreprises, du côté des citoyens. Et donc on a voulu développer un format où le président de parti a l'occasion pendant à peu près 1 heure de développer ses points de vue et donc d'exprimer ses positions, ses attitudes, ses propositions vis-à-vis le monde des entreprises, entre autres, en disant voilà, c'est ça que nous voulons réaliser après les élections. Et d'après nous, c'est un format beaucoup plus riche parce qu'on parle de contenu et pas de quotes en 30 secondes. Alors, comme dans chaque émission, hein, nous allons aborder 3 thèmes. L'un est choisi par un entrepreneur à qui nous donnons la parole. Un autre est choisi par vous, Monsieur Timmermans, pour la FEB. Donc, mais nous commençons par le choix du président Paul Magnette. Alors Paul Magnette, le choix du thème que vous souhaitez aborder, c'est le pouvoir d'achat. Pourquoi ce thème ? Le pouvoir d'achat, c'est évidemment central pour les socialistes depuis toujours. Nous sommes le parti qui, depuis presque 140 ans, défend les travailleurs et défend donc aussi le fait que le travail soit correctement rémunéré. Quand on travaille, on doit pouvoir vivre dignement de son travail. Et donc ça, c'est évidemment pour nous un combat de toute éternité. Et en plus, les salaires, le pouvoir d'achat, c'est ce qui permet d'alimenter les caisses de l'État, les caisses de la sécurité sociale, et donc de développer les services publics, la protection sociale, et d'assurer que nous ayons une vie collective qui soit une vie la plus cohérente, la plus solidaire, la plus paisible possible. Alors pour mieux comprendre vos objectifs, vous avez invité Estelle Keulemans. Elle occupera la 2e place sur la liste PS aux élections européennes. Bonjour Madame Keulemans. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quelles sont les grandes lignes en termes de pouvoir d'achat du PS ? Pas besoin évidemment de vous faire un grand secret du fait que les propositions du Parti socialiste ne sont pas du tout en phase avec celles qui sont reprises dans le mémorandum de la
FEB aujourd'hui, et en particulier en ce qui concerne la suppression du mécanisme automatique d'indexation des salaires. Il faut savoir que ce mécanisme automatique d'indexation des salaires a été d'ailleurs, lors de la crise inflationniste de 2022, a été vraiment mis en avant notamment par l'OCDE et par le Premier ministre lui-même comme étant un des principaux remparts pour protéger le pouvoir d'achat des Belges. Et donc la suppression pour nous de ce mécanisme est totalement évidemment inacceptable parce que notamment ça mettrait en péril non seulement évidemment le salaire et l'évolution du salaire des travailleurs salariés, mais également l'évolution des salaires des travailleurs du secteur public pour qui c'est la seule revalorisation. La revalorisation également des allocations sociales qui en grande partie sont revalorisées aussi via ce mécanisme d'indexation automatique, mais également voilà, toute une série d'autres personnes parce qu'il faut savoir que même s'il y a une norme salariale et des possibilités de négocier dans les secteurs des revalorisations salariales, beaucoup d'autres secteurs comme les travailleurs du non-marchand, et je pense particulièrement aux femmes, aux travailleurs et travailleuses du secteur de la santé qui ont été mis beaucoup en exergue notamment de la crise du Covid, pour eux, le mécanisme d'indexation des salaires est véritablement un plus. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'une des récentes études de l'Université de Gand montre que 92,5% des travailleurs et des travailleuses tiennent au maintien de ce mécanisme. Et sinon, le Parti socialiste, par rapport au pouvoir d'achat, développe aussi d'autres propositions, notamment le maintien de ce qui a été fait comme effort par le gouvernement actuel pour notamment faciliter, en tout cas garantir l'accès aux soins de santé pour une grosse partie de la population, particulièrement la population fragilisée, maintenir évidemment une TVA à 6% sur l'énergie, mais également les tarifs sociaux particuliers, et alors en matière d'allocation sociale, continuer à revaloriser les minima sociaux, particulièrement dans les pensions, et supprimer ce qu'on appelle le statut de cohabitant, particulièrement en pension et en invalidité, qui stigmatise particulièrement les femmes. Voilà. Merci beaucoup Estelle Keulemans. Il y a évidemment un certain nombre de points sur lesquels on va pouvoir revenir. Je vous entends déjà chuchoter et réagir. Monsieur Timmermans, évidemment le pouvoir d'achat, on en parle beaucoup, c'est essentiel pour l'économie, mais c'est aussi important pour les entreprises. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça ? Disons, pour nous, il y a 3 piliers de notre croissance économique. Il y a le pilier pouvoir d'achat, il y a le pilier investissement et à les piliers exportation. Et force est de constater que, et notre service d'études l'a démontré récemment, qu'on a fait beaucoup pour la consommation interne, mais on a oublié un tout petit peu la partie investissement et la partie exportation. Et donc, qu'est-ce qu'on constate ? Après un certain temps, les 2 autres piliers commencent à avoir des effets assez négatifs ou peut-être contraires à ce qu'on veut. Et alors, le pouvoir d'achat est de nouveau menacé. Et donc, cet équilibre entre ces 3 piliers qu'il faut trouver, donc ne pas oublier le pouvoir d'achat, mais non plus oublier notre industrie exportatrice. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, qu'au sein de notre économie, l'industrie exportatrice, qui est quand même responsable pour la plus grosse partie de notre valeur ajoutée créée ici en Belgique, et donc pour notre prospérité, et donc pour notre pouvoir d'achat, et pour les recettes de l'État et de la sécurité sociale, pour le moment, vit une période assez compliquée. Et c'est pratiquement tous les 10-15 ans qu'il y a besoin d'une certaine intervention, non voulue, mais imposée presque, par la situation économique qu'on risque d'avoir. Et donc, notre crainte pour le moment, c'est qu'on mise beaucoup sur le pouvoir d'achat et on oublie un petit peu les 2 autres. Alors, M. Timmermans et la FEB, depuis 30 ans, nous tiennent le même discours que la compétitivité, ceci, cela, les salaires sont trop élevés en Belgique. Eh bien, moi, j'ai pris les chiffres. Ce n'est pas les miens, c'est les chiffres de la Banque nationale. Je sais que vous aimez les chiffres, vous en mettez beaucoup dans vos rapports. Ça, c'est les chiffres de la Banque nationale qui montrent l'évolution des salaires en Belgique comparés avec les pays voisins. C'est la fameuse loi de 96 sur la négociation salariale. Qu'est-ce qu'on voit ? C'est vrai que la Belgique, en 96, quand on a pris cette loi, les salaires étaient plus élevés qu'aux Pays-Bas, en Allemagne et en France. Et ça posait des problèmes de concurrence avec les pays voisins. Mais depuis lors, vous voyez que la courbe là, aujourd'hui, en Belgique, eh bien, on est non seulement au même niveau que les pays voisins, mais on est même un petit peu en dessous, malgré l'indexation automatique des salaires. Autre chiffre qui va vous intéresser, et qui, moi, m'intéresse beaucoup, c'est l'évolution de la marge brute des entreprises sur les 10 dernières années. Les marges que font les entreprises sur les 10 dernières années,
elles sont passées, on le voit ici, de 39 à 44%. Elles ont été en hausse tout le temps. Donc quand on nous dit on n'a pas des marges pour augmenter les salaires, eh bien c'est faux. Il y a de la marge pour augmenter les salaires. La réalité aujourd'hui, c'est que les entreprises, et les plus grandes en particulier, parce que les petites PME, je sais pour beaucoup sont en difficulté, mais elles sont très mal défendues par la Fédération des entreprises de Belgique. Elles ont heureusement d'autres organisations qui les défendent. Mais les grandes entreprises qui font d'énormes bénéfices distribuent à des CIO des salaires de 5 millions, 6 millions, 7 millions d'euros. Est-ce que vous vous rendez compte que des patrons de la chimie, d'AB InBev, de quelques autres, gagnent en un jour ce que leurs travailleurs gagnent sur toute l'année? Et puis on nous dit qu'il n'y a pas de marge. Et puis après on nous explique, parce qu'on va distribuer généreusement des dividendes à tous les actionnaires, mais il n'y a pas d'argent pour les salaires. Eh bien ça doit changer. Et croyez-moi, avec le Parti socialiste, ça va changer. Deux remarques. Je vous laisse réagir. Les deux tableaux que M. Magnette a montrés, le premier, ce n'est pas les salaires, mais c'est les coûts salariaux. Et heureusement qu'ils ont diminué, parce que ça veut dire que notre économie est devenue, depuis 1996, un peu plus compétitive. Et le deuxième graphique s'arrête à 2021. Et maintenant, on est de nouveau à un niveau de marge nette. C'est les derniers chiffres disponibles de la Banque nationale. Et que la Banque nationale va rendre disponible prochainement, et déjà rendu public. C'est en diminution, on est au même niveau qu'avant la crise. Mais ça, à part, c'est un débat. C'est un débat. Une réforme fiscale, vous êtes pour? Est-ce qu'on aura besoin d'une réforme fiscale? Oui. Il y a un beau document qui a été produit par le ministre des Finances, un Blauwdruk, mais malheureusement, les propositions faites lors du mois de l'année passée ne correspondaient pas à 100% à son Blauwdruk. Nous, en tant qu'employeurs, nous sommes d'accord avec les points de départ de ce Blauwdruk. C'était un bon exercice où il y avait un équilibre entre les différents éléments à mettre en avant. Réduction de l'impôt pour certaines catégories ciblées, OK, pas de problème. Est-ce qu'il faut le faire avec le bonus à l'emploi? C'est une technique, mais on peut le faire à travers des taux faciaux et autres. N'oublions pas une chose, on est en train de créer des pièges à l'emploi et des pièges à la promotion énormes. Moi, je suis le premier, monsieur à vouloir lutter contre les pièges à l'emploi. Et donc, c'était aussi le problème avec le relèvement du salaire minimum, parce que maintenant, on découvre ensemble avec les syndicats au CNT qu'il y a un problème de piège à la promotion. Et donc, c'est ça qu'il faut résoudre. Pour cette catégorie-là, le piège à l'emploi, le piège à la promotion est le plus gros problème. Nos propositions, M. Timmermans, vont exactement dans ce sens-là. Nous voulons revaloriser, en particulier, d'abord tous les salaires, permettre la négociation libre et non pas le carcan épouvantable qui a été mis en place par le gouvernement MR-NVA, le gouvernement précédent. Donc rendre de la liberté simplement de négocier des salaires, comme ça devrait toujours exister. Et à côté de ça, une réforme fiscale qui vise à augmenter de 300 € les bas et les moyens salaires. En plus, parce que là, dans ce cas-là, évidemment, c'est payé par l'ensemble de la collectivité et pas seulement par les entreprises. Et vous dites, les propositions ne correspondaient pas. Non, vous l'avez bien dit, c'est le MR qui a bloqué, simplement. C'est une formation politique qui a bloqué, probablement parce que vous leur avez demandé de le faire. Non. Mais la réalité, c'est que la seule manière d'obtenir une augmentation des bas et moyens salaires, c'est vrai que c'est normal que quelqu'un qui travaille, M. Timmermans, en grande surface, ou bien dans un secteur de nettoyage, qui est à 4/5e parce que malheureusement, on ne lui propose pas un temps plein, et qui a peut-être 1 700 € par mois, et qui voit que quelqu'un qui a un revenu de remplacement a la même chose, se dit mais pourquoi je vais travailler à 4/5e pour ne pas gagner plus que quelqu'un qui a un revenu de remplacement? Et donc oui, il faut pouvoir leur donner 300 € en plus par mois. Et pour ça, eh bien, il faut aller trouver l'argent là où il est, c'est-à-dire dans la taxation des plus-values, nous sommes le seul pays d'Europe pratiquement dans lequel les plus-values ne sont pas taxées. C'est pas par hasard si M. Bernard Arnault, l'homme le plus riche de France, s'est installé en Belgique, c'est pas pour le climat et le ciel belge, mais c'est parce qu'il bénéficie de règles fiscales qui lui permettent de ne pas payer d'impôts sur les plus-values. Il fait de l'argent avec l'argent et il ne paye rien. Eh bien, nous voulons taxer cet argent-là, cet argent stérile qui ne sert absolument à rien, et récompenser les travailleurs pour leur permettre de mieux vivre de leur travail. Alors, on comprend bien, hein, là, évidemment, le pouvoir d'achat des consommateurs d'un côté, les coûts salariaux des entreprises de l'autre. Monsieur Timmermans, si vous aviez la solution, si on vous offre l'opportunité, pour vous, comment est-ce qu'on résout le problème à court terme ? De la problématique, la différence coût salarial, pouvoir d'achat. Pour le monde des entreprises, tout commence par une économie compétitive. On peut faire ce qu'on veut. Si on n'est pas capable d'exporter ses produits, si on n'est pas capable de vendre ses produits et ses services, il y a un problème. Et on le sait
par le passé. Donc on peut nier le problème autant qu'on veut. Un jour, le problème viendra sur la table. Et donc, j'entends dire, M. Magnette, à juste titre, je veux des négociations libres, mais alors des négociations libres comme partout dans le monde. C'est ça notre propos. Quand vous avez un minimum assuré et qui dépasse parfois 10-15%, on a perdu 5% de compétitivité. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Banque nationale qui le dit. Et donc, il faut vivre avec ça. Et alors, on nous répond, dans 3 ans, ce sera résolu parce que les autres pays vont faire la même chose que nous. 1, je ne sais pas si ce sera le cas. Et 2, dans le passé, ça n'a jamais été le cas. Donc, on a perdu constamment de la compétitivité. Et pour une petite économie ouverte, qui dépend quasi entièrement de sa capacité de pouvoir exporter ses produits, c'est dangereux d'aller dans ce sens-là. Et donc, pour nous, formation des salaires libres, totalement libres, aucun problème. Si ce n'est pas libre d'un côté, ce ne sera pas libre de l'autre côté, parce qu'il y a toujours des contraintes à surmonter. Et deuxièmement, une réforme fiscale, oui, une réforme qui vise une réforme qui bat contre les pièges à l'emploi, qui diminue les taux de 40% à 30%, par exemple, ça, et qui en général, mais les autres mesures. Ça veut dire que les gens qui ont des hauts revenus vont bénéficier d'une... On laisse finir M. Timmermans, je vous laisse réagir juste après. J'essaie de mettre un peu d'animation dans le débat, mais d'accord, allez-y. C'est bien d'avoir... Chacun son tour. Chacun son tour, et donc on se connaît assez bien. Donc moi, j'ai aucun problème qu'il y ait un peu de débat. Mais donner le signal aussi aux citoyens que le chiffre de 5%, c'est quand même un chiffre assez symbolique. Pourquoi payer plus de taxes que de 50%? Pourquoi payer plus de taxes que la moitié de l'année? C'est un symbole assez important à introduire dans une réforme fiscale. Monsieur Manet, je suppose que quand on parle compétitivité des entreprises et donc création d'emplois aussi, vous ne pouvez être que d'accord sur ce point-là. Mais il faut évidemment permettre aux vrais entrepreneurs. Moi, j'ai le plus grand respect pour les vrais entrepreneurs, ceux qui prennent des risques, qui investissent, qui engagent, qui créent de l'activité économique. Il faut leur permettre de le faire. Mais quand on voit la situation de notre pays, la réalité, c'est qu'une énorme partie de la valeur, c'est simplement de l'argent qui produit de l'argent. Ce n'est pas de l'économie réelle. On est dans un capitalisme ultra-financier où les gens qui ont de l'argent spéculent en bourse, gagnent encore un peu plus d'argent et là-dessus ne payent à peu près rien. Simplement, on achète, on vend des actions toute la journée, on paye 0%. Par contre, si on se lève et qu'on va travailler, on paye 40%. Eh bien, ça ne va pas. Même chose entre les entreprises elles-mêmes. Il n'y a aucune justice. Une petite entreprise, une PME, va payer en moyenne un impôt des sociétés d'une 20%. Les multinationales dans notre pays, grâce à toutes les niches fiscales qu'elles ont négociées de tous les côtés sous les gouvernements de droite, payent souvent 0% ou 1 ou 2% seulement d'impôt des sociétés. C'est très injuste. Ça veut dire que la charge qui pèse sur les PME, qui représentent quand même plus des 2/3 des emplois, la charge qui pèse sur les PME est beaucoup trop lourde à cause du fait que les multinationales ne payent pas suffisamment d'impôts. Et donc ça, on doit aussi pouvoir le corriger. On va conclure. Un chiffre, il y a à peu près 250 000 sociétés qui payent de l'impôt des sociétés. Alors, on comprend bien que... Les 2000 plus grandes entreprises payent 60% de recettes de l'impôt. Ça, c'est parce que vous défendez que les plus grandes, non, mais vous devriez défendre aussi les plus petits. Sur lequel on aura du mal à vous mettre d'accord aujourd'hui. Quand vous dites qu'ils ne payent pas d'impôts, c'est pas juste. 60% des 18 milliards vous voulez de l'impôt. Voir combien AB InBev ou combien d'autres entreprises qui payent et la cotisation qui paye. Qu'on puisse clôturer ce premier thème. On pourrait rester là toute la journée et en parler et peut-être même arriver à se mettre d'accord, qui sait. Mais là, il est temps de passer au thème suivant. Et pour cette deuxième partie de notre débat, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Thomas Corrier. Bonjour Thomas. Bonjour. Vous êtes le CEO de TS Construct, une PME spécialisée dans la construction en bois. Vous présidez aussi la Fédération de la construction M-Build. Alors nous allons parler avec vous marché du travail, pénurie de main-d'œuvre et fin de carrière. Pour résumer d'abord, quelle est la situation actuelle dans la construction? Est-ce que c'est facile de trouver des candidats? Je dirais, ça dépend un peu des secteurs. Personnellement, par exemple, au niveau de mon entreprise, on a des demandes de jeunes menuisiers, de jeunes ingénieurs qui veulent travailler dans le durable, qui veulent travailler dans le bois. Donc c'est beaucoup plus facile. Par contre, on a aussi des maçons, et là, c'est pas une sinécure, on n'en trouve plus. Il y a vraiment un gros problème d'image dans le secteur. On a un problème
tous les parents veulent que leurs enfants fassent des études universitaires, tous les parents veulent les mettre sur un piédestal et finalement, on se rend compte que les métiers manuels sont un peu mis de côté, malgré toute l'image qu'on essaye d'en donner, mais le secteur a une très mauvaise image. Alors comment on fait dans ce contexte pour attirer de nouveaux candidats? Mais je dirais le secteur fait des campagnes assez... notre organe paritaire, le constructif, a lancé une campagne de 10 millions d'euros sur 10 ans pour justement attirer les jeunes. On sent qu'il y a une petite prise de conscience quand même d'une partie des jeunes. Ils vont dans les festivals, ils vont dans toutes sortes d'activités pour attirer les jeunes dans le secteur. Mais malgré que le secteur ait les salaires manuels les mieux payés après la chimie et le pharmaceutique, on ne parvient pas à dégager beaucoup de jeunes. Mais il y a un tout petit mouvement grâce à ces campagnes qui arrive et je dirais c'est ça qui fait que on a aujourd'hui une toute petite relance, mais il faut continuer à y travailler sur les années qui arrivent parce que c'est vraiment une nécessité de valoriser les métiers manuels. Monsieur Manette, un exemple tout à fait concret ici, un secteur qui recrute, qui paye bien et qui pourtant a énormément de mal à attirer de nouveaux candidats. Quelle solution on a à ça? Alors c'est vrai, je sais que le secteur de la construction, qui est un très beau secteur, on a tous besoin de bâtiments, on a un besoin énorme de rénovation avec les défis climatiques qui sont devant nous, que ce secteur a un grand besoin de main-d'œuvre. Maintenant, le problème des pénuries, c'est un problème qui devient un problème presque généralisé. Quand je vois la liste des métiers en pénurie qui est dressée par le Forum ou par Actiris, j'ai parfois envie de leur dire, fais plutôt la liste des métiers qui ne sont pas en pénurie, ça ira plus vite. Parce qu'on s'aperçoit que bien sûr dans la construction, mais dans tous les secteurs liés à la santé, dans beaucoup de secteurs liés au travail social, les métiers de l'informatique, enfin énormément de secteurs ont un problème de pénurie. C'est lié tout simplement au fait que le chômage a beaucoup diminué ces dernières années. Et donc, moins il y a de chômage, moins il y a de personnes disponibles sur le marché du travail. Mais ce qui est très inquiétant, c'est que si le chômage diminue, par contre, on voit d'autres formes d'inactivité qui augmentent. Et ce qui est le fait qui, moi, m'inquiète beaucoup et qui est en lien avec les pénuries, et notamment dans votre secteur, c'est l'explosion des maladies professionnelles et de l'invalidité. Le nombre de personnes qui sont en maladie et invalidité a doublé les 10 dernières années. Et donc, on observe qu'il y a certes une baisse du chômage, mais il y a une augmentation des autres dépenses sociales. Ce qui veut dire qu'au total, eh bien, on ne fait pas d'économie. Et donc là, c'est une vraie réflexion à avoir, je crois, autour de ce qu'on peut appeler un vrai choc d'attractivité. Comment est-ce qu'on parle toujours de choc de compétitivité, mais moi, je parlerais vraiment d'un choc d'attractivité. Comment faire en sorte de rendre attractifs des secteurs essentiels comme le vôtre? Alors, il y a évidemment, vous l'avez dit, la sensibilisation, l'image du secteur. Il y a la formation, parce que ce sont des très beaux métiers. Les métiers de la construction sont devenus des métiers de plus en plus complexes. Être chauffagiste ou électricien, aujourd'hui, sont des métiers qui demandent des compétences extrêmement élevées. Ce sont des métiers passionnants. Et ces métiers, il faut effectivement les revaloriser, mieux les faire connaître. Puis je crois que la construction souffre, et ce n'est pas nouveau, d'un problème énorme qui est lié à l'Europe, c'est le détachement des travailleurs. Je ne suis évidemment pas contre le détachement des travailleurs, que des travailleurs polonais ou portugais ou autres veuillent venir travailler en Belgique, c'est très bien. Les salaires que vous allez payer sont les mêmes que pour les salaires des travailleurs qui sont résidents en Belgique, mais le problème, c'est que la directive européenne qui organise ce système prévoit que les cotisations sociales sont payées dans le pays d'origine. Et donc évidemment, si vous avez des travailleurs qui viennent de pays dans lequel il y a un système de protection sociale beaucoup moins développé que chez nous, eh bien ça coûte beaucoup moins cher à l'employeur. Et donc on a créé en fait nous-mêmes, d'une certaine manière, une terrible concurrence entre les travailleurs eux-mêmes, et on fait en sorte que, oui, si ça vous coûte plusieurs centaines d'euros en moins tous les mois d'engager quelqu'un qui vient de Pologne plutôt que d'ici, eh bien on entretient d'une certaine manière la spirale négative et la spirale des pénuries. Et ça, je crois que c'est un combat européen qu'on doit continuer à mener. De votre côté, Monsieur Timmermans, vous pensez que du côté du Forum, du VDAB, d'Actiris, il y a beaucoup de choses à faire pour activer et recruter? Notre approche se résume en trois étapes, pour le dire ainsi. L'étape, je dirais, activation et formation au niveau du Forum, Actiris et en Vlaandre, le VDAB. Il faut bien se rendre compte que ces trois organismes ensemble occupent plus de 10 000 personnes. Hein. Donc, ça veut dire qu'il y a suffisamment, à mon avis, de ressources pour vraiment mener une bonne politique de formation et d'accompagnement, et de préférence encore en collaboration avec le secteur, par exemple, de l'intérim, quand même un tremplin vers l'emploi. Une partie. Deuxième partie, M. Magnette a tout à fait raison, dans le temps, on a vu un déplacement je dirais, du chômage vers la maladie de longue durée. Et là, une approche où tous les acteurs
doivent être présents, que ce soit l'employeur, que ce soit le travailleur même, mais aussi les mutuelles et aussi les médecins. Je pense que là, à une approche globale, un pacte global entre ces stakeholders, ces parties prenantes, est absolument nécessaire. Et n'est pas uniquement dire c'est le problème de l'employeur, ou c'est le problème du travailleur, ou c'est le problème du mutuel, ou c'est le problème du médecin. Non, une approche globale visant et responsabilisant ces quatre parties. Et troisièmement, je pense qu'à terme, est-ce que c'est maintenant, est-ce que c'est dans quelques années, voire même dans 5 ou 6 ans, une sorte de migration intelligente sera absolument nécessaire. Il faut bien se rendre compte, notre démographie évolue de la façon suivante. Il y a à peu près 100 personnes qui quittent le marché du travail parce qu'ils partent en pension, pré-pension ou autre par an. Il y a seulement 82 personnes jeunes qui les remplacent. Donc, il ne faut pas être un génie, mais un jour, on aura un problème. Et donc, la solution, c'est quoi ? La digitalisation, remplacer des gens par des robots, des machines, c'est une manière de le faire, mais alors ça veut dire que ça aura un impact sur le fonctionnement de l'entreprise et sur les personnes qui sont au travail, parce qu'une machine, ça tourne et ça tourne et ça tourne, et l'employé ou l'ouvrier ou l'ouvrière doit un peu suivre la machine, et ça devrait être l'inverse. Et donc, je pense que nous pensons qu'à terme, nous serons obligés de s'organiser vis-à-vis de ce que nous appelons une migration intelligente, n'est pas la migration de la porte ouverte, mais un peu s'inspirer de ce qui se passe peut-être avec les cartes bleues et autres dans d'autres pays. Alors on aura l'occasion de revenir et sur la digitalisation et sur les malades de longue durée, mais avant, Thomas Scorier, j'aurais voulu parler un petit peu de la problématique des fins de carrière aussi, dans le secteur de la construction. Et justement, ces maladies de longue durée, est-ce que la pénibilité du secteur joue dans ces deux cas-là ? Mais je dirais que la pénibilité diminue depuis quelques années de façon drastique. Le métier devient moins pénible, quoi qu'il arrive. On industrialise beaucoup plus. On a beaucoup plus de moyens technologiques et techniques. Un bête exemple, c'est le sac de ciment qui est passé de 50 à 25 kilos pour que les ouvriers aient plus facile à le porter. Ça existe depuis très longtemps, donc je dirais que ce n'est pas ça qui a changé drastiquement ces dernières années. Mais l'industrialisation, la préfabrication, on va vers un secteur beaucoup mieux adapté. Et on le voit aussi au niveau des accidents de travail. C'est très important qu'il y ait moins d'accidents. On se rend compte qu'on a eu une diminution l'année passée de 14% des accidents qui demandaient un jour d'invalidité, enfin de congé de maladie ou de congé à cause de cet accident, donc 14% diminution. Au niveau des malades longue durée, on est occupé en négociation au niveau sectoriel pour justement créer des job coachs qui pourraient reclasser les gens en fin de carrière, qui sont fatigués, qui sont vieux, mais qui ont de l'expérience. Des gens de 55 ans, c'est des jeunes, mais c'est des jeunes qui, dans notre métier, sont bien usés souvent, mais qui ont toute une pratique professionnelle qu'on peut réutiliser, mais peut-être pas dans la PME de 5 personnes, peut-être dans une autre entreprise qui aura besoin d'un formateur. Donc là, on peut les envoyer vers un autre secteur et on en discute avec les syndicats en interne. Il y a un groupe de travail qui a été formé au niveau du secteur pour justement, parce que ça intéresse les employeurs de garder ces gens. Nous, on a encore besoin de gens qualifiés pour former les jeunes. Donc on en a besoin, on voudrait les garder, donc utilisons-les d'une façon cohérente. Et ça, c'est une des activités. Par contre, je voudrais revenir à l'avenir. L'avenir de la construction, je pense que c'est le modulaire, c'est l'hors-site. Donc il faut savoir que dans les pays de Suède, Norvège, pays du Nord, le hors-site existe déjà depuis 12 ans et on a mis les gens dans les usines. Entre autres, par exemple, un bête exemple, c'est Ikea, a une usine en Suède qui sort un module de pièces, ça veut dire c'est 8 sur 4, 30 mètres carrés, toutes les demi-heures. Toutes les demi-heures, il y a un module fini qui sort, qui servira à être posé dans un immeuble, un appartement, dans une maison mixte, dans un home. Donc il y a des modules et le modulaire, c'est l'avenir. Dans cette usine travaillent 50% de femmes. 50% des ouvriers sont des femmes. Donc on attire aussi d'autres personnalités parce que, un, on est à l'abri, deux, dans des meilleures conditions. On sait qu'en usine, on peut créer des robots, on peut mettre ce qu'il faut pour que l'État monte. Et on regarde aussi que la productivité est passée de 20 à 80%. Si la productivité augmente, les prix peuvent diminuer parce que les employeurs ne demandent pas d'avoir des marches mirobolantes. C'est pas ça le but. Aujourd'hui, on va vers un problème de logement. Ça, c'est une solution pour la pénibilité, pour les accidents de travail,
pour garder les gens plus longtemps au travail. C'est tout un secteur qui doit évoluer dans cette direction-là. Ça commence à bouger en Belgique, mais il y a des précurseurs dans les pays du Nord. Il faut bien regarder un peu ce qui se fait en Europe. Il y a d'autres pays qui sont beaucoup plus loin que nous. Je suppose, Paul Magnette, que ce genre d'initiative, vous ne pouvez que les encourager. Je trouve ça formidable. C'est toujours bien de voir des entrepreneurs passionnés, passionnants comme vous, et qui sont conscients de la pénibilité du travail. Parce que c'est vrai que, historiquement, le secteur de la construction est un des secteurs les plus lourds. Il faut travailler dehors, par tous les temps, porter des charges lourdes. Les risques d'accident sont par nature plus importants que si on est dans un bureau devant un ordinateur. Donc oui, c'est un secteur dans lequel de très gros efforts ont été faits pour améliorer les conditions de travail, il faut le reconnaître. Il y a encore moyen de le faire. Je trouve l'approche que vous évoquez vraiment très intéressante. Il ne faut pas voir la machine comme étant toujours un adversaire de l'emploi. Au contraire, une bonne machine peut faire en sorte qu'on rende l'emploi moins lourd pour le travailleur, qu'on puisse déplacer des poids sans devoir les porter soi-même et qu'on puisse utiliser toute une série de techniques, travailler à préparer une série d'étages dans un bâtiment pour ne pas devoir travailler dehors et ne pas être victime des intempéries, sont des éléments qui sont des éléments évidemment extrêmement importants. Moi, j'aurais quand même vraiment insisté aussi sur la nécessité de l'aménagement des fins de carrière, vous l'avez évoqué. On n'a pas la même forme, et c'est normal, c'est la nature, à 60, à 58 ans qu'à 30 ans. Et en particulier dans des métiers qui demandent beaucoup d'investissement et beaucoup d'efforts physiques aussi, comme les métiers de la construction. Et donc on doit travailler là-dessus dans une optique préventive. Parce que dire c'est pénible, donc on va partir plus tôt, ça ne va pas arranger le système. Il faut faire de la prévention pour que les tâches deviennent moins pénibles. Et je crois, moi, que la réduction progressive du temps de travail est aussi une piste vraiment très très prometteuse. Quand on a 30 ans, on a plein de force, plein d'énergie, on peut travailler sans compter ses heures, je l'ai fait aussi. Quelques 20 ans ou 25 ans après, ça devient plus compliqué. Et donc on voit beaucoup d'entreprises publiques, non marchands, mais aussi privées, qui se sont inscrites dans une logique de réduction progressive du temps de travail. Moi, je l'ai fait de manière pionnière à la ville de Charleroi, parce que je voyais que mes travailleuses, parce que ce n'était pratiquement que des femmes, des services de nettoyage, après 60 ans, vous savez, c'est lourd, de toute la journée, manipuler les outils, se pencher. Alors, beaucoup avaient des problèmes articulaires, des problèmes de dos, des problèmes de maux de tête, etc. Et donc, on a mis en place la semaine des 4 jours payés 5 jours pour réduire le temps de travail à partir de 60 ans dans les fonctions les plus pénibles. Les fossoyeurs, vous savez, c'est aussi des tâches qui sont vraiment très très lourdes, et leur permettre d'avoir un week-end de 3 jours. Et du coup, on observe que, évidemment, quand on a un week-end de 3 jours, on est mieux reposé, et quand on est mieux reposé, il y a moins d'accidents, il y a moins de maladies, et on peut encore donner vraiment le meilleur de soi-même. Et je ne dis pas qu'il y a une formule qui doit s'appliquer de manière identique dans tous les secteurs. Mais ce que je vois et qui est très intéressant, c'est que dans les communes, dans les secteurs non marchands, soutenus par Christy Montréal en Wallonie notamment, mais dans des entreprises privées aussi, on innove et on invente. J'ai été visiter il n'y a pas très longtemps Auto 5, c'est un secteur aussi, le secteur automobile et de la maintenance. Vous savez, quand il faut porter des roues, des pneus qui pèsent 20-30 kilos, boulonner, tout ça à moitié dans le froid, etc., c'est quand même aussi des métiers assez pénibles. Eh bien, ils ont eux aussi décidé de réduire le travail à partir de 55 et de 60 ans, sans perte de salaire, ce qui permet, il y a des dispositifs d'aide, la loi Di Rupo Van de la Note permet d'aider aussi l'employeur, ça permet à ces personnes de continuer à travailler, mais en étant en bonne santé et de pouvoir, quelques années plus tard, profiter d'une retraite bien méritée en bonne santé. Ça, je pense que c'est vraiment des pistes qu'on doit creuser davantage si on veut améliorer le taux d'emploi et retenir les travailleurs qui sont là. Je voulais aussi m'arrêter un instant sur ces malades de longue durée dont on a déjà à peu près tous évoqué, 1,5 million quasiment maintenant, un chiffre qui va encore augmenter. Du côté de la société, ça coûte très cher, et du côté des entreprises, évidemment, c'est quand même un fléau pour les patrons. Quelle solution il y a du côté des entreprises ? Les partenaires sociaux au sein du CNC, le Conseil national du travail, ont déjà fait un travail remarquable. C'est-à-dire qu'ils se sont mis d'accord sur comment sensibiliser davantage sur ces problématiques, comment travailler ensemble sur ces problématiques. Donc je pense que c'est un élément qu'il faut prendre en compte. Et deuxième élément, comme je viens de l'évoquer, il faut que les 4 parties se mettent autour de la table et se mettent d'accord sur un plan global, une approche globale. Employeurs, travailleurs, mutuelles, médecins. Récemment, j'ai reçu un mail d'un chef d'entreprise d'une petite PME qui me disait « Je reçois maintenant un certificat médical pour mon collaborateur qui sera absent pendant une très longue période et je découvre que ce certificat médical a été signé par un médecin qui habite plus de 100 km de son domicile. »
quand même extraordinaire qu'on se déplace 100 km pour aller chercher un certificat médical pour être absent pendant quelques semaines ou voire même quelques mois. Donc, je ne veux pas dire que ça arrive tous les jours, mais quand on me signale ce type de comportement, ça interpelle beaucoup de chefs d'entreprise. Et donc, pour nous, ces 4 parties doivent se mettre ensemble. Également, les mutuelles, ils ont un rôle très important à jouer. Ils ont reçu 20 ou 30 ou 50 collaborateurs en plus pour combattre ces malades de longue durée. OK. Est-ce que ça a vraiment fonctionné ou pas? Est-ce que c'est la bonne approche? Est-ce que c'est suffisamment responsabilisant? Des questions qu'il faut se poser. Et arrêtons, j'ai remarqué ça ces derniers temps quand même un peu trop, arrêtons de dire c'est la faute de l'un, c'est la faute de l'autre. Non, si on peut parler d'une faute, c'est la faute de tout le monde. C'est la faute des 4 parties prenantes que je viens d'évoquer. Et trouvons au début de la législation prochaine, rapidement, entre ces 4 parties prenantes, je pense qu'on est capable, à travers la concertation sociale et avec les ministres responsables du dossier, de trouver un accord. Je pense qu'il faut quand même aussi dire qu'il y a des bons et des moins bons employeurs. Moi, je le vois dans beaucoup de secteurs. Je le vois dans le secteur du nettoyage, par exemple. Pour les 4 parties. Je le vois dans le secteur des maisons de repos privées où des travailleuses me disent on est mis sous une pression épouvantable. Là, ce n'est pas forcément une pénibilité physique, mais c'est une pression psychologique constante. Quand vous choisissez de travailler dans une maison de repos, de vous occuper de personnes âgées, vous faites ça parce qu'en général, vous avez un grand cœur et que vous avez de l'affection pour ces métiers qui sont des très très beaux métiers. Mais qu'on vous dit, attention, la toilette, c'est maximum 5 minutes. Il faut vite aller nourrir madame, ça ne doit pas mettre plus que 4 minutes. Ah, maintenant, avant, on leur demandait de mettre leur manteau eux-mêmes parce que voilà, c'est un petit exercice quand on est âgé, ça maintient en forme. Maintenant, non, on doit vite lui mettre son manteau pour vite aller faire la promenade et gagner du temps. Rentabilité, profit. Eh bien, c'est ça qui amène des travailleuses et des travailleurs à craquer tout simplement psychologiquement. D'abord, à se dire, mais c'est pas pour ça que j'ai choisi de faire ce métier. J'ai choisi de faire ce métier parce que j'aime les gens et j'ai envie de les aider. Et tout d'un coup, je me retrouve là à être mis sous pression pour que le patron puisse faire toujours plus de profit. Eh bien ça ne va pas. Et donc on doit, et c'est ce qu'on a mis en place aussi avec le ministre de la Santé, Frank Van den Broek, pouvoir dire les entreprises qui créent beaucoup plus de malades et d'invalides que la moyenne, ceux-là, il faut les avoir dans le collimateur et il faut les sanctionner. Alors, vous parliez, tous les employeurs ne sont pas nécessairement bons. Je vais me tourner vers un employeur, entre autres. Et vous, comment vous faites face à cette problématique, soit des malades de longue durée, soit des postes vacants que vous ne parvenez pas à combler? Quelles sont les pistes que vous explorez? Je dirais, on a beaucoup de chance, c'est qu'on a peu de malades de longue durée, mais j'en ai 2-3 quand même. Sur maintenant les 30 ans, ma société existe pratiquement. Il m'en reste 2-3 qui sont toujours là. C'est des gens qui ont 57, 58, presque 60 ans, qui ont travaillé toute leur vie. Et entre autres, un de mes chefs, qu'est-ce qu'il faisait quand il y avait une poutre un peu trop lourde? Il montait lui-même sur l'échelle avec la poutre sur son dos. Et donc, c'est des choses qui se sont abîmées, c'est vrai. Mais d'autre part, je pense aussi qu'il y a une question de motivation et d'esprit d'équipe dans une entreprise. Les malades, c'est aussi une question d'éthique et de voir comment on travaille avec les gens. Si les gens se sentent bien, ils sont moins malades. Ça, c'est une première chose. Mais ce n'est pas toujours évident. On a toujours des tirs au flanc qui vont chercher le certificat ou qui vont faire ce qu'il ne faut pas. Mais quelque part, je dirais aujourd'hui, dans notre conjoncture, les jeunes, moi j'ai une équipe très très jeune, avec des jeunes motivés, qui sont vraiment contents d'être là. Mais on ne peut plus diriger, on doit manager pour qu'ils aient envie de venir travailler, qu'ils aient envie de le faire comme il faut. Donc c'est très compliqué, c'est beaucoup plus difficile qu'avant, je pense. Ça demande tout un apprentissage tout à fait différent. Et il faut se remettre en question comme employeur, oui, parce que c'est pas facile. Ça, merci beaucoup, Monsieur Scorier. En tout cas, on va clôturer ce thème sur ces mots. Merci pour votre contribution. On a du pain sur la planche et encore un autre dossier qui nous attend. Un bon gros morceau, c'est celui de la recherche et développement.
Au cours de la dernière décennie, la Belgique a investi énormément dans la recherche et développement. C'est même l'un des leaders européens en la matière. Et l'ambition ne s'arrête pas là, puisque d'ici à 2030, l'objectif est de rejoindre les leaders mondiaux. Alors, n'est-ce pas un petit peu illusoire? Nous avons demandé l'avis de Pauline Demarken, attachée du Centre de compétences entrepreneuriales numériques et innovants de la FEB. Alors, Pauline, est-ce qu'on n'est pas un petit peu trop ambitieux? Le défi est de taille, mais il est réalisable si nous remplissons un certain nombre de conditions. Comme vous l'avez si bien dit, nous figurons aujourd'hui parmi les leaders européens en matière de recherche et de développement. En 2023, nous investissons presque 3,5% de notre PIB dans la R&D. Nous devons oser être ambitieux et viser les 4%. Le maintien des mesures fiscales favorables actuelles est par ailleurs crucial pour se hisser au premier rang mondial. Modifier ce cadre fiscal créerait beaucoup d'incertitudes et affecterait indirectement notre position concurrentielle. Parallèlement, il est essentiel de renforcer la coopération entre les différents acteurs de la R&D dans notre pays. Pensez aux universités, aux centres de recherche et aux entreprises. Mener ces concertations régulières entre les instances fédérales et régionales est indispensable pour identifier et exploiter les possibilités de coopération et les synergies. Enfin, nous devons essayer de relever le niveau des acquis d'apprentissage en baisse dans l'enseignement, en offrant une formation de haute qualité adaptée aux besoins du marché du travail. De plus, si nous pouvons encourager les filières STEAM, par exemple en réduisant les minervales dans l'enseignement supérieur, pour ce genre de formation, nous franchirons déjà une belle étape. Alors je suppose, Monsieur Timmermans, que quand vous entendez Pauline Demarken, vous êtes satisfait. Être parmi les leaders européens en termes de recherche et développement, c'est quand même bon pour nos entreprises. Moi, je préfère être de loin leader au niveau de recherche et développement que leader au niveau d'impôts. Blague à part, mais nous sommes vraiment très contents parce qu'il y a 10 ans, la Belgique se trouvait à la moyenne de l'Union européenne. Aujourd'hui, notre pays figure parmi le top 2, le top 3. Donc c'est une très bonne chose. En plus, c'est nécessaire, c'est très important pour notre économie parce qu'on n'a pas de l'énergie, on n'a rien sauf nos têtes et nos cerveaux. Savoir. Et en plus, quand je vois les emplois créés dans ce secteur-là, ce sont des emplois bien rémunérés. Donc ça veut dire un salaire net important, mais aussi des recettes supplémentaires ou importantes pour les caisses de l'État. Et troisièmement, et pour moi peut-être le plus important, ça nous met sur la carte du monde. Prenons les vaccins qu'on a développés ici. On a pu les développer parce que depuis 10 ans, on mène une politique renforçant la recherche et développement, entre autres dans ce secteur-là, et ça nous a mis sur la carte du monde dans le cadre du Covid. Donc, pour moi, recherche et développement, c'est devenu presque un produit d'exportation. Et donc, nous sommes vraiment demandeurs que du côté, dans la réforme fiscale, qu'on ne touche pas au soutien aux recherches et développement. On a eu ces derniers mois, ces derniers temps, quand même pas mal d'idées qui ont été soulevées par l'un et l'autre. Je pense que c'est très, très, très risqué, c'est très inapproprié vu les conséquences, les retombées qu'on peut réaliser dans ce domaine-là. Donc oui, la réforme fiscale, important, mais soutenons davantage dans ce cadre-là notre recherche et développement. Paul Magnette, votre secrétaire d'État Thomas Dermine s'exprimait dans la presse justement sur la fierté de la Belgique par rapport à ses dépenses en recherche et développement et ce positionnement, des efforts à poursuivre. Et pourtant, le PS voudrait instaurer un mécanisme de juste retour des résultats. Qu'est-ce que c'est? Je dis toujours, l'innovation et la recherche, c'est les investissements de demain et c'est les emplois d'après-demain. Et donc, il faut vraiment les définir. Ce qu'on dit simplement, nous, c'est que l'argent public qu'on utilise pour ça doit être bien utilisé. Moi, il y a 10 ans, avant Thomas Dermine, qui fait un travail formidable, j'étais ministre en charge de la politique scientifique et j'ai augmenté les réductions de précompte professionnel pour les chercheurs, pour permettre aux chercheurs, tous les chercheurs, des entreprises, des autorités publiques, mais aussi évidemment des universités, d'en bénéficier et donc de soutenir
soutenir la recherche. On l'a passé à 85% et j'étais très heureux de pouvoir apporter ce soutien complémentaire. Mais je vois aussi les rapports. Et donc je vois le rapport du Bureau fédéral du plan, je vois le rapport de la Cour des comptes qui nous disent certaines mesures sont plus efficaces que d'autres. Or, ces dépenses, elles ont beaucoup augmenté ces dernières années. Il faut quand même voir qu'on est passé, il y a une dizaine d'années, d'à peu près 500 millions de dépenses par an à près de 3 milliards de dépenses aujourd'hui pour soutenir la R&D. Donc, c'est très bien, mais j'entends toujours la FEB dire on dépense trop, on dépense trop. Ici, vous voyez qu'on a une explosion de dépenses extrêmement importante. Je suis prêt à la soutenir, mais je veux être sûr que ce soit efficace. Et donc, ce que nous disent les rapports, par exemple, de la Cour des comptes, c'est que oui, la déduction pour investissement, ça, c'est quelque chose qui est efficace. Parce que si une entreprise décide d'acheter des machines, de l'équipement scientifique, etc., eh bien, c'est vraiment pour faire de la recherche, c'est vraiment pour essayer d'améliorer son activité. La réduction de précompte professionnel aussi, parce qu'on a besoin de matières grises, on a besoin de chercheurs, on a besoin de scientifiques pour porter cette recherche. Par contre, il y a d'autres mesures de crédit d'impôt, notamment, qui sont moins efficaces, qui ont moins d'effet retour en matière d'efficacité de la recherche et développement et donc de la création d'emplois. Moi, je demande simplement que les 3 milliards de dépenses tous les ans, c'est la moitié du budget du chômage, quand même, il faut s'en rendre compte, les 3 milliards qu'on dépense tous les ans pour soutenir les recherches et développements, très bien, mais ça doit être efficace et qu'on assure que la dépense soit efficace et produise vraiment des résultats en matière d'emploi. De votre côté, Peter Timmermans, il y a aussi quelque chose à faire du côté de l'enseignement et pourquoi pas prioriser finalement l'innovation et les sciences dans l'enseignement. Oui, c'était une idée qui a été soulevée par pas mal de membres à la FEB, c'est de dire, voilà, OK, si nous voulons vraiment encourager le STEAM, Science, Technology, Engineering and Mathematics, si on veut vraiment encourager ces branches-là, pourquoi pas dire, voilà, les jeunes qui veulent suivre ces cours-là au niveau, je dirais, de l'enseignement supérieur, pourquoi pas diminuer un peu les minervales dans ce cadre-là, pour vraiment donner le signal qu'il y a là des opportunités et oui, des opportunités à l'avenir aussi pour trouver des emplois dans ce secteur-là. Et comme M. Mendet l'a dit, très, 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 très important pour la prospérité dans notre pays, parce que ce sont des emplois bien rémunérés, ça apporte beaucoup de choses à notre pays. Donc, c'est une idée que certains ont soulevée et que je trouve en soi une idée à creuser. Je pense que là, on pourrait arriver à mettre tout le monde d'accord autour de la table parce que pour le PS, l'enseignement, c'est quand même une valeur fondamentale. C'est depuis toujours. On a défendu l'école laïque, gratuite et obligatoire depuis presque 150 ans. Donc évidemment, ça reste pour nous l'enseignement. L'école, c'est le joyau des joyaux. C'est à l'école qu'on apprend à développer toutes ses facultés, à s'épanouir, à construire son sens social. Et on voit bien dans les chiffres, malheureusement, que celles et ceux qui n'ont pas pu poursuivre une scolarité ont beaucoup plus de mal à trouver un emploi. Si aujourd'hui, vous faites des études supérieures en Belgique, vous avez 86% de chances de trouver un emploi dans les quelques mois qui suivent la fin de vos études. Si par contre vous vous êtes arrêté au milieu des études secondaires, vous n'avez même pas 50%. Et ça, c'est autant en Flandre d'ailleurs qu'en Wallonie et à Bruxelles, donc ce n'est pas une question régionale. Ça veut dire qu'il faut continuer à porter la formation, pas seulement universitaire. Moi, je pense que les métiers techniques et professionnels sont fondamentaux. Ce sont de très beaux métiers, de plus en plus complets en termes de tâches, de moins en moins pénibles sur le plan physique et avec aussi de belles rémunérations. Beaucoup de gens qui peuvent se lancer comme indépendants et qui ont une très grande liberté d'organisation de leur vie et de leur travail. Donc il faut continuer à valoriser effectivement ces métiers-là. J'aimerais qu'on aille beaucoup plus loin aussi dans l'alternance. On voit en Allemagne, mais on voit aussi même en Wallonie, dans la partie germanophone, dans la communauté germanophone, que les entreprises qui organisent l'alternance, c'est-à-dire qui disent je vais prendre un étudiant qui est inscrit dans une école technique et professionnelle et il va venir faire 10, 15, 20 heures par semaine dans l'entreprise pour se former à la fois sur le plan théorique et sur le plan pratique et commencer à développer toutes ces facultés, c'est ce qui donne le meilleur taux d'insertion à l'emploi. Donc ça fait longtemps qu'on le dit, malheureusement. Quand j'étais ministre-président wallon, j'avais essayé de convaincre le patron de l'Union wallonne des entreprises de l'époque de doubler le nombre d'étudiants inscrits en alternance, ce qui n'était pas un objectif inatteignable. Je constate que malheureusement, on n'y est toujours pas près d'une dizaine d'années plus tard. Ça, vraiment, je le regrette. Je crois qu'il y a beaucoup de gains pour toutes les parties à faire en faisant de l'alternance et de la valorisation des métiers techniques et professionnels vraiment une excellence dans notre pays. Alors l'enseignement pourrait être un thème à part entière et on pourrait y passer encore de nombreuses heures, mais revenons sur la recherche et développement. On peut encore renforcer, Peter Timmermans, cette recherche.
D'abord, la formation en alternance, je trouve ça une très bonne idée. Et donc, je ne sais pas non plus pourquoi ça n'avance pas, ou ça avance si lentement. Donc, certainement un chantier à crever. 2 éléments que je voudrais encore, en guise de conclusion, ce n'est pas une conclusion, mais quand même on a eu cette discussion sur le 5G, par exemple. Ça a duré des années. Bruxelles, c'est la ville capitale de l'Europe. C'est presque la dernière capitale de l'Europe qui va avoir un règlement sur le 5G. Prochainement, on débattra du 6G. J'espère vraiment que ça va aller un peu plus vite en Belgique. C'est aussi de l'innovation, c'est aussi de la recherche et développement. Et deuxième élément, on a beaucoup de centres de recherche, on a beaucoup de pôles de compétitivité, on a beaucoup de clusters en Flandre. Enfin, il existe énormément au niveau de la recherche et développement, un peu plus de coordination. Récemment, j'ai rencontré quelqu'un de l'IMEC, un centre de recherche, je dirais, très reconnu ou très connu en Flandre et dans le reste du monde, mais apparemment peu ou pas connu en Wallonie. Et ça commence maintenant parce qu'on a dû prendre une initiative pour mettre un peu, enfin, pour avoir la possibilité de faire un peu plus de publicité pour IMEC en Wallonie et vice-versa. Je suis convaincu qu'il y a des centres de recherche et de développement en Wallonie qui sont peut-être très utiles pour la Flandre ou pour Bruxelles. Donc cette coordination de ce domaine-là, c'est aussi nécessaire. Messieurs, nous arrivons au terme de cette émission. Paul Magnette, Peter Timmermans, merci en tout cas pour ce débat et toutes ces idées. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis pendant ces 10 semaines de Let's Talk Elections. L'ensemble de ces émissions sont à voir et à revoir sur le site de Canal Z. Au revoir.